Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de poster une vidéo suite à la vidéo que j'avais postée sur la politique. Et il y a eu quand même quelques visionnages, ce qui m'a un peu étonné. Et je pense que la politique, c'est quand même un sujet qui excite pas mal de gens en France, visiblement. On touche des points sensibles. Surtout quand on parle d'abstention, là, ça carrément, ça énerve. Et j'ai donc reçu, alors visiblement le message n'est pas très bien passé, ou disons, j'ai mal plaidé ma cause parce que j'ai reçu quelques réponses assez virulentes. Bon, affirmant, en gros, elle se ressent pas mal. Elle affirme que je représente tout ce qu'il y a de plus haïssable, que c'est la soumission au système, le fait de ne pas voter, de ne pas participer, qu'on serait la cause en fait de la nullité du débat, que nous serions la cause de l'échec des luttes sociales, etc. etc. Et donc j'ai décidé évidemment de répondre, parce que leurs réponses ne m'ont pas non plus vraiment convaincu. Et, euh, et bizarrement, ces gens-là qui m'ont répondu ne m'ont pas disent que l'abstention c'est le grand mal, mais ce que j'ai pas compris, c'est pour qui je devais voter quand je les ai lus, parce que visiblement il y a quand même des choses. Le vote en soi n'est pas la panacée, vu que bon, je sais pas, peut-être qu'ils appellent à voter Marine Le Pen, mais j'ai pas eu trop l'impression en lisant leur réponse qu'ils appellent à voter Marine Le Pen, donc ça doit pas être ça la solution. Peut-être vert, je sais pas, écologiste, mais bon, on n'a pas trop l'impression non plus. Alors j'ai pensé peut-être Bérou, mais non, non, non. Peut-être socialiste alors, peut-être à droite. Alors la droite, bon, ça me paraît pas tout à fait ce qu'il proposait, puisque la droite est quand même, voter pour la droite, c'est quand même voter pour le système actuel, économique, etc. Donc bon, autant ne pas voter. Euh, donc voter peut-être socialiste. Alors je pense que là ils n'ont pas de, je pense qu'ils vont, là, ils ont plus d'illusions. Les socialistes sont aujourd'hui au pouvoir et ils vont voir qu'ils vont mener exactement la même politique. Ils vont devoir payer leurs dettes aux riches spéculateurs, etc. Donc les socialistes ne changent rien à la politique de Sarkozy. C'est exactement, mais au poil près, la même chose. Donc, pour qui voter. Alors, je les soupçonne évidemment d'appeler à voter pour des partis de gauche, des partis d'extrême gauche. Et donc, je vais analyser disons le discours de ces partis. Et dans un troisième temps, donc j'analyserai aussi le discours de la gauche en général et pourquoi elle a appelé systématiquement à participer à la lutte politique en pensant que cela amènerait une solution. Et j'en profiterai pour démolir cette idée justement qu'on puisse avoir une solution politique. Je parlerai un peu d'antipolitique, justement, de ce concept de l'antipolitique, et je finirai par conclure sur des possibles solutions, parce que j'avais été évidemment un peu vite, et c'est difficile sur une vidéo, en bredouillant un peu, et en n'ayant pas de contradiction, de pouvoir développer l'idée. Donc, alors la première chose, donc, ces gens-là prétendent que l'abstention, c'est le mal absolu, dans la mesure où c'est vraiment être un défaitiste, etc., etc., et que au contraire, voter, c'est quelque part, c'est un acte, c'est une action, c'est quelque chose de positif. Alors je ne voudrais pas les décevoir, mais je ne vois pas en quoi voter représente une action dans le système actuel. En effet, voter, c'est faire a priori, on pourrait penser, c'est faire un choix déjà. Donc c'est pas du tout une action, c'est pas proposer quelque chose, ça serait éventuellement choisir. Alors non pas entre des idées, hein, on ne propose pas de choisir pour ou contre le nucléaire, c'est pas des référendums, hein, ça fait bien longtemps qu'on n'en fait plus. On propose de voter pour quelqu'un. En général, on vote pour une personne et on s'aperçoit qu'il y a un programme et que systématiquement ce programme n'est pas respecté. C'est-à-dire qu'il y a à peu près un point sur 10 qui est respecté, et le point qui est respecté, c'était des points qui étaient évidemment faciles à respecter, c'est des questions de société, de mœurs, enfin des choses qui à la limite ne devraient pas regarder le politique. Donc déjà, c'est évidemment pas une action, ça serait éventuellement un choix, et dans la pratique, ce choix est absurde, puisque on ne vote pour une personne et non même pas pour un choix concret. Donc bon, ça serait éventuellement voter pour l'amuseur un tel. Alors, mais en plus, la chose est complètement biaisée, c'est qu'on pourrait évidemment penser voter pour un caractère, c'est-à-dire un amuseur plus ou moins sympathique, plus ou moins humain, etc. Mais le fait est que de toute façon, même à ce niveau-là, il n'y a pas de choix. De manière, il ne s'agit pas d'un choix, il s'agit
euh, de donner son accord. Le vote, c'est cela, c'est donner son accord, puisque le choix du candidat ne nous appartient pas. Ce ne sont pas les votants, les électeurs, les citoyens qui votent, qui décident du candidat. Le candidat est un objet qui émerge dans des structures de pouvoir auxquelles nous n'avons aucun accès. Ce qui ressort du Parti socialiste, c'est une cuisine, ou de la droite, ce sont des cuisines entre personnes carriéristes qui, au final, qui reçoivent plus ou moins d'argent, d'appui d'autres politiques et au final d'agents économiques. Et donc, les votants là-dedans n'ont pas des idées, n'ont pas grand-chose à voir avec le succès d'une carrière. Et donc, au final, on ne choisit pas, on ne fait qu'adouber une décision qui incombe en fait au final à des pouvoirs socio-économiques. Donc c'est cela que les gens appellent le vote, c'est un adoubement, c'est-à-dire qu'on dit qu'on donne son accord au système pour continuer à sa petite cuisine. Donc c'est en cela que le vote est en fait le contraire. Donc je retourne exactement à l'argument de ceux qui croient au pouvoir du vote. C'est au contraire, le vote n'est pas une action, c'est exactement la définition du défaitisme. C'est-à-dire qu'au lieu de refuser le système tel qu'il est, de s'y opposer, on, on, on l'accepte, on s'y soumet. Et le vote est un acte de soumission. Donc voilà. Alors évidemment, il y aura des gens qui diront non, c'est pas vrai, vous exagérez, etc., etc. Tout n'est pas joué d'avance, il y a eu des primaires dans le Parti socialiste, etc., etc. Alors pour ces gens-là, je vais peut-être aller un peu dans le détail plus tard, mais je vais déjà leur signaler que pratiquement dans la pratique, déjà, il y a des contre-exemples. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont étudié comment naissent les candidats. Et notamment, les candidats sont. Aujourd'hui, on ne vit pas, on n'est pas dans des communautés primitives de quelques individus, on vit dans des sociétés où les gens ne se connaissent pas de visu, et donc ce qui fait que des représentants émergent, ce sont les médias. Ce sont les médias qui sont les outils disons, de communication entre les différents êtres qui ne se connaissent pas de visu. C'est ça à quoi servent les médias dans une société complexe et moderne, entre guillemets. Et donc, les médias font les candidats. C'est un fait. Tout l'image qu'on ne connaît pas François Hollande, moi je ne le connais pas, je ne sais même pas s'il existe. Hein, ça se trouve, c'est juste une image de synthèse, j'en sais rien. Ou un mec qui s'est fait de la chirurgie esthétique, j'en sais rien du tout. Mais voilà, on nous présente François Hollande, on nous construit une image François Hollande dans les médias. Et il se trouve que par exemple, Pierre Carl, qui est une personne que je pense situerait plutôt à gauche, qui est dans les émissions de Mermet, tout ça, donc des gens de gauche, hein, pas des grands anarchistes, pas des gens qui veulent vraiment, pas des gens négatifs, mais des gens qui ont quand même peut-être proches de justement de Mélenchon, etc., qui ont fait des films sur les médias et qui se sont aperçus qu'en fait, les candidats sont systématiquement poussés par les médias. Et donc, en analysant un peu la fabrique des candidats, ils ont montré que, par exemple, les médias ont soutenu DSK. Bon, moi, je sais pas, j'ai regardé un peu les médias comme tout le monde, ça m'a paru une telle évidence que DSK a été soutenu contre vent et marée par les médias. Ils ont aussi soutenu à l'époque Royal, qui était quand même... bon. Et aujourd'hui, ils ont soutenu DSK. On sait que des grands journaux de droite étaient en sous-main, etc. Et qu'ensuite, qu'une fois que l'affaire DSK est éclatée, bon, ça, j'en sais rien, on verra d'où ça vient, et ben, ils ont évidemment soutenu Hollande. Alors on me dirait, oh putain, c'est la théorie du complot, machin, les médias, comme s'il y avait les médias. Oui. Alors bon, je leur conseille de regarder le film de Pierre Carl où il y a le directeur de Marianne, hein, qui est bon, et qui, pensant parler donc à la caméra en off, c'est-à-dire il fait un premier discours où il dit voilà, oui, vous exagérez, les médias, non, nous n'avons pas fait la campagne de François Hollande, etc. Et puis ils font bon, il est en off après, il croit qu'il est en off, on lui repose la même question, il dit oui, bon, évidemment, les médias ont soutenu François Hollande, de toute façon, la plupart des éditorialistes étant de droite, François Hollande présenté au Parti Socialiste, le type qui passe partout, qui ne va pas effrayer les milieux économiques, etc., etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont évidemment soutenu François Hollande, c'est une évidence. Mais voilà, il n'était pas en off, et donc c'est dans le film de Pierre Carl, pour ceux qui veulent le regarder, c'est gratuit sur le net. Et bon, enfin c'est un exemple parmi d'autres, mais bon voilà, juste pour dessiller ceux qui veulent vraiment ne rien voir. Donc voilà, pour moi, c'est une évidence. Donc le vote ne sert à rien, il adoube
des candidats préchoisis, il est au contraire un acte de défaitisme et en fait, c'est un acte de reddition au système. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Alors, bon, je pense qu'il y a encore des esprits chagrins, que ça ne convaincra pas tout le monde. Il y a toujours des gens pour croire que on pourrait évidemment passer en dehors des médias, etc., qu'il pourrait y avoir l'émergence de candidats. Alors, je pense, certaines personnes de gauche qui ont essayé, certains partis de gauche qui ont essayé de participer aux jeux politiques, faisant le pari que ben, ça pourrait servir à quelque chose. Alors je pense au NPA, à Lutte ouvrière, etc. Et après Mélenchon, mais j'analyserai le cas Mélenchon, qui est pour moi une grosse arnaque vraiment impressionnante et que j'analyserai dans le détail. Alors que disent ces partis de gauche? Alors ils disent que, bon, en général, ils sont révolutionnaires. Par exemple, pour le NPA, alors on ne sait pas trop ce que c'est que la révolution, ça mériterait. Je renvoie un peu au truc que j'ai fait sur Simone Veil, là. Bon, là, il faudrait que je détaille encore. La révolution, c'est un grand mythe, hein, c'est un peu comme le paradis. Donc voilà, il y aurait la révolution qui permettrait aux ouvriers de passer de l'état de larbin salarié à l'état de patron de leurs propres usines, etc. Enfin, je sais pas trop. Enfin bon, il y a un concept de révolution dans l'air qui ferait botter le cul des patrons. Et donc, bah, la révolution, ils n'ont pas abandonné l'idée quand même. Bon, ce qui est plus ou moins courageux quand même. Mais bon, enfin, concrètement, la révolution passe, c'est des manifestations sans débordement. Mais ils ont l'idée derrière la tête que bah, peut-être qu'en participant au jeu électoral, peut-être qu'en tout cas, ils pourraient faire peut-être pas prendre le pouvoir. Par exemple, LO et le NPA, je pense que là, de ce côté, ils sont assez réalistes, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas prendre le pouvoir par les élections. Euh, je pense qu'ils ont compris que c'était quelque chose qui ne se ferait pas. Et que même ça serait quelque chose qui ne serait pas désirable. Mais donc c'est quelque chose qui c'est à leur honneur, contrairement à ce que pensent certains. Mais ils pensent qu'ils pourront, dans les faits, faire passer un message par les élections, par la campagne électorale, etc. Et ce qui pourrait réveiller certains. Euh, mais bon, et en plus, ils pensent que en fait, leur idée, c'est que ça mangerait pas de pain d'essayer de faire ça. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que bien loin de ne pas manger de pain, ça tue exactement toute velléité révolutionnaire, puisque ces partis sont au final centrés exclusivement sur les élections. C'est-à-dire qu'on ne les connaît que par les élections. Et en fait aussi, ils se font avoir. C'est-à-dire que dans leur analyse, ils ont une analyse très naïve des médias. C'est-à-dire qu'ils pensent que le fait de participer à ce genre d'élection, à ce genre de système, est quelque part neutre et qu'ils ne se font pas récupérer. Or, dans les faits, c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils ne servent que de caution au système et que euh, c'est-à-dire qu'on les utilise, ils participent, ils font leur discours, mais après le discours est évidemment intégré dans un schéma global, il est ridiculisé, il est coupé, tronqué, il est utilisé. Et c'est donc mal comprendre comment marche la machine médiatique. Donc les médias, c'est quand même la puissance de communication de notre société, c'est la façon dont communiquent les sociétés complexes. Et il est évident que dans de telles machines médiatiques, euh, leur message ne peut pas aller bien loin et que les médias sont de toute façon sont des objets qui sont au service de l'appareil économique. Parce que c'est mal comprendre, plein de gens ne comprennent pas vraiment ce que sont les médias. Les médias, ce sont avant tout, dans une société, ce sont des outils techniques. Et les outils techniques sont financés par l'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle pas, c'est fini de monter sur des tribunes et de parler dans la rue. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ce soit autorisé. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, tous les médias sont appuyés sur des forces techniques qui demandent des investissements massifs chacun. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les journaux sont aux mains d'entrepreneurs. Et dans ce cadre-là, il est absolument impossible de faire passer un message. Il est évident que tout est regardé, tout est scruté et que les annonceurs de publicité n'ont aucun intérêt à ce que ce genre de message, disons qu'il y a quelque chose qui remet en cause vraiment leur existence économique, puisse passer. Donc ça sera systématiquement déformé, utilisé, etc. Donc ils font en fait le jeu du système et que ce soit sur les temps de parole, dans les émissions dans lesquelles ils passent, ils n'ont pas le dernier mot, ils n'auront jamais, ils ne peuvent pas exposer leur thèse et même s'ils en avaient de toute façon, s'ils avaient quelque chose de précis à dire, de toute façon les médias contrôlent ces partis puisqu'ils font partie
disons, ils sont aussi eux-mêmes constitués autour d'un mode de fonctionnement médiatique. Et donc, ceux qui émergent, ce sont des individus qui sont médiatiques. Il suffit de voir Besancenot, Krivine, etc. Et tous ces gens-là, même quand par exemple, on a une manifestation, on a des échanges politiques dans le monde moderne, ce sont des figures médiatiques qui émergent. Aujourd'hui, on a bien vu qu'en 68 c'était Cohn-Bendit, et aujourd'hui on voit qu'est Cohn-Bendit, c'est vraiment le type médiatique, le monstre médiatique, qui n'a aucune, disons, qui n'a aucune vision du monde, qui n'est là que pour exister médiatiquement et qui, au final, pour exister, est prêt à se compromettre avec le système. Donc ces partis-là, en fait, sont non seulement plus que naïfs, ils servent de caution au système, au final. Et donc, malgré, je pense, la volonté de certains militants, une certaine authenticité, une certaine honnêteté, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont en train de participer à l'écrasement médiatique de toute velléité de contestation et qu'ils sont en train en fait, de polluer l'esprit des gens et de participer à cette grande machine de pollution, de démobilisation et qui empêche à des individus de se rassembler de façon authentique sans passer par les médias et d'essayer de former leurs propres opinions et leurs propres mode de contestation et d'action et de façonner leur vie telle qu'ils l'entendent. Donc je pense que donc voilà, j'ai montré le rôle je pense que j'ai touché le problème des médias, donc j'ai montré que les candidats en fait ne naissaient pas de rien, ils ne naissaient pas de mouvement populaire, ils ne le pouvaient pas et que donc les élections ne servent à rien et qu'elles sont que en fait une occasion de euh, de encore forger l'opinion publique, de la rendre malléable et disons d'éteindre à chaque fois toute velléité de contestation, de les étouffer systématiquement en donnant de faux espoirs. Et dans ce cadre, je vais parler évidemment de Mélenchon, qui est la dernière arnaque en date. Alors il faut bien voir que le système est quand même un peu usé. J'arrive aujourd'hui dans une période de crise qui est assez grave. Je pense que c'est pas qu'un mot, la crise, on en a parlé pendant 20 ou 30 ans, mais enfin relativement, en Occident, on avait quand même un pouvoir d'achat assez fort. La crise était certes plutôt sociale, c'est-à-dire que certaines personnes étaient déclassées et à ce titre, elles étaient vraiment placées dans l'oubli, elles souffraient dans une société où l'image médiatique est si importante, où on se compare aux autres, etc. Donc le fait d'être chômeur, c'était pas évident. Aujourd'hui, on s'en fout un peu d'être chômeur ou pas, c'est pas ça, il y en a tellement que bon, franchement ça ne traumatise pas. Le problème c'est que ça commence à devenir un réel problème économique et donc la crise commence à devenir réellement sérieuse pour beaucoup d'entre nous. Et donc à ce titre, les gens rigolent un peu moins. Ils s'aperçoivent que de toute façon, toutes les idées qu'ils avaient soutenues, ils avaient poussé à participer au système, c'est-à-dire la protection sociale, etc., que pour une raison ou pour une autre, que ce soit le capitalisme ou que ce soit la dégradation écologique, etc., qui est quand même une des raisons fondamentales de la crise, fait que aujourd'hui il n'y a plus de protection tellement sociale, que de toute façon, bon, peut-être que l'hôpital peut encore soigner certaines personnes, mais que vu les conditions de travail quand on se met à bosser, les conditions de travail étant tellement dégradées, on risque plutôt sa vie qu'autre chose. Donc bon, plein de gens sont poussés en dehors du système et finalement ils restent et il y a de moins en moins d'illusions sur on n'aura pas de retraite, donc bon, on va bosser jusqu'à crever, donc peut-être vaut mieux rester au chômage maintenant et crever un peu plus tôt, enfin des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a une désillusion générale qui est en train de se former, et c'est pas une désillusion due à un abattement qui serait dû à un manque de courage, c'est simplement une constatation lucide sur notre avenir, c'est-à-dire que cette société nous a foutu dans la merde et les gens s'en aperçoivent. Donc il y a une crise du système très forte, le système est en train d'essayer de récupérer un nouveau souffle, notamment récupérant disons, les aspirations écologistes, avec le Grenelle de Sarkozy, des aspirations sociales, etc. Mais évidemment, le système qui est la cause du problème ne peut évidemment faire que ne peut pas grand-chose. Et donc, mais il lui faut donner de faux espoirs. Donc ça n'a pas marché avec Sarkozy, c'était évident que ces Grenelles, ça ne pouvait pas marcher. Donc il a évidemment fallu que les médias, etc., acceptent et contrôlent une nouvelle forme de contestation et donne l'impression qu'il y avait encore la possibilité de l'émergence d'un changement, d'une remise en cause. Et je pense que Mélenchon s'inscrit exactement dans ce cadre-là. Alors Mélenchon, il faut savoir qu'il est né dans quel contexte. Il y a ces dernières années, donc, une certaine série disons de manifestations assez radicales et quelques débordements, notamment le sommet de l'OTAN, des choses comme ça.
Et il y a eu pas mal de mouvements sociaux. Il y a eu des mouvements sociaux à Copenhague, notamment où on a été pas mal à être mis en garde à vue. euh, et c'était assez douloureux. Et qu'est-ce qu'on a vu traîner dans ces manifestations? Des gens qui étaient affiliés au Front de gauche, pas mal. Euh, donc, on a vu une force politique qui s'appelle Front de gauche apparaître sur la scène. Et on pouvait se poser des questions. Alors au début, on se disait, oh, bah, Mélenchon, quand même, c'est un ancien socialiste, qu'est-ce qu'il fout là, etc. Puis petit à petit, bah, on a vu qu'il arrivait à fédérer pas mal de gens et qu'ils étaient systématiquement présents. Alors on pourrait être étonné qu'une grosse arnaque comme ça marche, parce que Mélenchon, c'est quand même un ancien social-démocrate qui n'est pas si ancien que ça, c'est assez récent sa conversion, il n'a pas été très courageux, il a quitté le Parti socialiste très récemment, et ensuite il a quand même été appuyé le pire de la social-démocratie. Toute la trahison mitterrandienne, etc. Donc Mélenchon est vraiment celui qui a signé notre arrêt de mort et qui tout d'un coup vient essayer de se faire pardonner auprès des condamnés. Et ben, c'est évident que plein de gens ont compris que c'était quelque part une arnaque. Mais en fait, plein de gens qui étaient dans les mouvements politiques un peu radicaux ou qui étaient assez lucides. Mais on peut constater qu'auprès de la masse des gens, alors il faudrait définir quels sont les électeurs de Mélenchon, ça c'est autre chose. Mais bon, en tout cas, il semble que son discours ait commencé à prendre. Et en fait, c'est pas étonnant. Pourquoi Mélenchon a réussi à être poussé? Eh bien, parce que c'est un pur produit du système. C'est un pur produit du système politique. C'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé en tant qu'ouvrier dans l'industrie. Il est en train de vouloir la défendre, mais on lui a rien demandé. C'est-à-dire qu'il ne représente que lui-même. Et il représente au contraire l'establishment politique. Et Mélenchon est arrivé avec ses relations politiques, l'argent que permet d'être, quand on est sénateur, on reçoit un salaire, contrairement à plein de gens qui sont dans des associations ou même sans association, enfin des gens qui essaient de, de, de faire porter un message et qui n'ont souvent pas d'argent, qui travaillent et qui sont dans la merde, donc eux n'ont pas les moyens d'imprimer des affiches, etc. Et Mélenchon est arrivé avec une machine politique, un salaire, qui lui donnait un plein temps de faire de la politique, et surtout des accès aux médias, qui étaient beaucoup plus importants que tout le reste. Et en tant que tel, il est évident qu'il lui était évidemment facile de récupérer ce mouvement politique. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a prétendu qu'il n'en serait que le porte-parole, et dans les faits, il n'a fait que, il a porté son propre message, il n'a pas porté d'autre message que le sien. Et on a vu s'étaler toute une politique et pro-étatiste, pro-républicaine, contre les libertés individuelles. Bon, on a vu ses sorties sur le Tibet, etc., etc. C'est quelqu'un contre les langues régionales, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un peuple, c'est le peuple domestiqué, le peuple des gens qui suivent les politiques éclairées, et il y a une masse de personnes qui, par contre, sont des abrutis, tous ces gens euh, qui, euh, qui ne voudraient pas aller dans le sens du progrès. Et on voit que, en fait, Mélenchon nous ressort un vieux discours. Donc Mélenchon est le fruit des médias. Alors pourquoi les médias, à ce stade-là, ont accepté Mélenchon et pas vraiment avant? Pourquoi tout d'un coup on a vu débarquer un mec qui insultait les journalistes, etc. Ben parce que les journalistes étaient évidemment compromis dans les périodes précédentes. On a vu que avec Sarkozy, etc. Donc les médias étaient vraiment des larbins. Il est évident que jamais, jusqu'à maintenant, il y a eu un tel niveau de compromission entre les médias et le milieu économique. Et il a fallu qu'on fasse, pour survivre à ce stade de développement de la compromission, il fallait bien donner l'image qu'il y avait une contestation possible au sein des médias. Et donc ce type-là amusait pas mal la galerie, on l'a fait venir, il était grossier, ça plaisait pas mal. Et donc les gens, c'est un peu en fait le même principe que les humoristes, c'est-à-dire que les humoristes peuvent se permettre de dire n'importe quoi sur la politique, bon, enfin de moins en moins, mais disons à un certain moment, un peu Coluche, etc., sans vraiment remettre en cause le système. Et Mélenchon, c'est la même chose, il est grossier, etc., il traite les journalistes de cons, là il n'a pas tort, hein, mais en fait ça reste typiquement dans le domaine de l'oralité, ce n'est qu'une grande gueule, et concrètement, qu'est-ce qu'il propose? Il propose une révolution par les urnes. Alors bon, je pense que j'ai montré avant que la révolution par les urnes, c'est une révolution bidon, il n'y aura pas de révolution par les urnes, et
Et donc Mélenchon n'est qu'une grande gueule qui récupère un mouvement politique et est chargé par les médias de désamorcer cette bombe sociale en la transformant en un pugilat oral et tout ce qu'on a déjà vu des émissions. Alors pourquoi Mélenchon n'est pas nouveau dans ce sens-là? C'est qu'on avait déjà eu un précédent, c'est le cas Le Pen. C'est-à-dire que Le Pen a été utilisé par les médias pour essayer disons, d'éteindre une espèce de colère populaire en, disons, en la drainant vers un personnage qui de toute façon était moralement condamnable. Donc ce qui se trouve, c'est que bah, du coup c'était bien pratique parce que on pouvait faire un front républicain en face et ça permettait de mobiliser pour le système. Là, ce qu'on a fait, c'est un peu plus subtil, c'est-à-dire qu'on a pris un bonhomme qui de toute façon disait ouvertement qu'il fallait au dernier moment revenir vers le système et mais que ça permettait, mais qui utilisait les mêmes, disons les mêmes techniques rhétoriques que les Le Penistes, ce qui permettait justement disons, de se défouler sur les médias. Et ça a marché, il a eu beaucoup de voix, et au final, les gens ont voté pour lui, et on a aujourd'hui François Hollande, et on en a pour 4 ou 5 ans de libéralisme à nouveau. Et en plus, on s'aperçoit aujourd'hui vraiment que, que ce personnage est vraiment anti-révolutionnaire dans la mesure où dès que des gens concrètement, disons, s'expriment comme dans les banlieues, quand ça casse, etc., c'est évidemment des suppôts et les seules personnes qui concrètement font quelque chose qui se révoltent contre leurs conditions. Et évidemment, ce sont des gens irresponsables, ce sont des suppôts du capitalisme dans la mesure où évidemment ils ne suivent pas la parole du grand maître éclairé, Monsieur Mélenchon, et de ses propositions de réindustrialisation, etc., etc. Alors maintenant, pourquoi il n'y aura pas de révolution par les urnes? Ça, c'est quelque chose qui peut-être ne, ne, disons, ne convainc pas tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui pensent qu'il est possible, par les urnes, de révolutionner un système. C'est-à-dire, imaginons que bon, les médias, on arrive à s'en passer, qui est, euh, qui est tout d'un coup des conditions telles, miraculeuses, qu'un message puisse passer, que des gens. Et qu'il y ait quelqu'un qui arrive au pouvoir, qui ait annoncé un programme comme un peu Mélenchon, mais en plus sérieux, un programme pour, disons, essayer de changer quelque chose aux conditions de production de notre pays et faire que bah, il y ait plus de, par exemple, je sais pas, de production un peu plus proche de l'environnement, produire des vélos plutôt que des voitures, enfin des choses absolument utopiques, mais bon, imaginons. Alors, eh bien, ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que d'une part, la plupart des gens qui les proposent sont comme Mélenchon, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas une minute à ce qu'ils disent. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont des bêtes politiques, c'est-à-dire qu'un jour, ils vont pour survivre, ils seront capables d'adopter plus ou moins telle idée. Et ils sont souvent persuadés de l'authenticité de leur position, mais dans d'autres circonstances, tout d'un coup, ils se rendent compte qu'en fait, bah, ils avaient tort. Parce que ça ne dessert plus, la situation ne leur convient plus. Donc Mélenchon, le jour où il peut très bien changer d'avis, le jour où le vent tourne. Donc il l'a déjà fait. Donc, d'une part, ces gens-là, ces êtres politiques ont une structure psychologique telle qu'en fait, on ne peut pas en attendre grand-chose une fois qu'ils sont élus au pouvoir. On voit à chaque fois que, en fait, bah, ils changent d'avis. Ou en tout cas, ils ne mettent pas en place les réformes qu'ils ont annoncées. Mais en fait, en plus, imaginons qu'ils aient vraiment l'intention de le faire. Donc, sans faire procès d'intention, imaginons qu'ils vraiment, ils pensent que ils vont le faire, ils arrivent au pouvoir. Et bien, ils n'ont qu'une chance de le faire. Pourquoi ils n'ont aucune chance de le faire? Parce qu'une fois au pouvoir, évidemment, ils se font face à un mur. Et c'est là toute l'arnaque et l'absurdité de la révolution par les urnes. C'est vraiment l'arnaque totale. Et c'est là que le discours de Mélenchon n'a bizarrement pas été analysé. C'est qu'il est impossible d'avoir une révolution par les urnes une fois qu'ils sont au pouvoir, ces gens-là. Ils vont essayer leurs réformes. D'une part, les patrons vont leur dire allez vous faire foutre.
il est évident que l'État, qui est quand même tire ses revenus de l'industrie, qui ne produit pas grand-chose lui-même, l'État est totalement dépendant de l'industrie. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'une fois au pouvoir, il y a des jeux de pouvoir qui font qu'ils ne peuvent pas mettre en place leurs réformes. Euh, alors, quand on a arrivé à ce stade-là, il est évident qu'ils ont deux options. Soit ils essaient de passer en force, et ils n'ont pas la force. Parce que la révolution par les urnes, c'est pas une révolution violente, c'est pas une révolution qui se propose réellement de concrètement changer les choses, c'est une révolution qui propose de changer les choses par la négociation sans employer la force. Donc ces gens-là, l'État, une fois au pouvoir, si les patrons décident en masse de délocaliser, etc., si les patrons décident de virer plein de gens pour faire un moyen de pression, enfin on peut imaginer un tas de mesures qui font que au final, euh, il ces règles ne pourront pas mettre en... Et comme de toute façon, il est évident que par derrière, le soutien populaire, les gens qui votent pour ce genre de choses, quand ils votent pour Mélenchon, ce ne sont pas des gens qui sont prêts à mettre leur vie en danger pour soutenir telle ou telle réforme. Et donc, ces genres de politiques, systématiquement, lorsqu'ils sont au pouvoir et qu'ils essaient, bon, il suffit de regarder un peu l'histoire des différents politiques qui ont essayé de mettre en place des réformes un peu audacieuses, à chaque fois, ils se trouvent face à un mur et ils n'ont pas de biscuit à percer. Ils ne trouvent pas de soutien populaire pour passer disons, pour soutenir réellement. Et quand on regarde comment se sont fait les révolutions dans le passé, et même certaines réformes audacieuses, ça a toujours été l'occasion, non pas de manifestations, bon enfant, etc., mais ça a été sous la pression. Parce que ce dont ont peur les capitalistes ou les patrons ou les gens, même les hauts fonctionnaires ou tous les gens qui sont au sein du système et qui pêteusement y collaborent tous les jours, ce sont les débordements. Ils n'ont pas peur des manifestations. Les manifestations, on dit aux gens, vous manifestez entre la Bastille et la République, vous êtes sages, et si les gens sont sages, ça veut dire que en fait, on peut faire passer la réforme sur les retraites, par exemple. On peut passer la retraite à 7 ans de plus, il n'y a pas de problème, puisque les gens ont bien accepté de manifester de là, et on a vu qu'ils étaient sages, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça que ça se passe concrètement. Concrètement, il y a des règles, et quand il y a des débordements, et qu'on voit qu'effectivement il y a une menace sur l'ordre public, qu'il y a un gros trouble possible, là les patrons prennent des mesures et ils sont obligés de céder. Et c'est ce qui s'est passé par exemple lors du Front Populaire, c'est ce qui s'est passé évidemment pendant la Révolution française. Euh, tous les bourgeois qui étaient au Parlement, ils tâtaient le terrain, ils voyaient, ils commençaient à faire des réformes audacieuses qu'ils avaient peur, puis hop, ils revenaient en arrière. Et s'ils voyaient qu'il n'y avait pas de trouble, ils continuaient dans la ligne. Et donc, c'est comme ça que ça marche la politique, c'est-à-dire que si c'est un jeu de force, et si on parle de révolution par les urnes, il est évident qu'on dit c'est un signal au patron que les gens sont encore prêts à respecter le système tel qu'il est et qu'ils ne sont pas prêts disons, à, à défendre des changements de façon active et en mettant en cause leur niveau de vie, en mettant en cause leur sécurité, etc. Donc il n'y a pas de danger pour les patrons actuellement avec Mélenchon. Donc Mélenchon est une arnaque, c'est quelque chose qui est né du système et qui est chargé par une grossièreté factice. Euh, donc son jeu, c'est de puncher les journalistes pour faire un show. Et ça a plutôt bien marché. Mais l'arnaque, je pense, va commencer à être détricotée. On voit bien que le personnage est obligé de lâcher, donc déjà de préciser sa dimension politique. Donc il est obligé de fâcher des gens qui le soutiennent, parce qu'il y a des gens qui étaient plus ou moins proches des libertaires, qui vont être obligés de voir que Mélenchon est quand même quelqu'un qui est pro-État, qui est disons, pour l'autorité et contre l'initiative individuelle à tout point de vue. Et qu'il n'est pas pour une politique, je pense, d'une démocratie plus ou moins directe. Il est vraiment pour les responsabilités, la représentation, etc. Et c'est quelqu'un qui a eu des mots enfin, on connaît ce genre de politique. Alors maintenant, je vais essayer d'élargir un peu à la gauche et montrer que, en fait, ce genre de personnages comme Mélenchon apparaissent systématiquement lorsqu'il y a des moments de trouble. Et c'est une façon pour un système social, pour la structure sociale, de se défendre de ces troubles. Et on peut intégrer à cela le marxisme.
C'est-à-dire que les marxistes, ce sont des gens qui sont proches de Mélenchon, dans la mesure où ce sont des gens qui, déjà, ils ont fait agiter toujours donc ils ont parlé de révolution, mais ils n'ont pas proposé une révolution directe. C'est-à-dire quand il y a des troubles, ils pensent que ces troubles doivent être maîtrisés et ils doivent être contrôlés par l'élite révolutionnaire. Et ce sont donc des élitistes, ce sont des gens qui sont concrètement pour un pouvoir. Alors évidemment, Marx a dit qu'au final, l'État disparaîtrait, etc. Mais quand on regarde concrètement, il n'a fait que soutenir, il n'a fait que, par la façon dont il a structuré le mouvement politique, il n'a fait que soutenir l'autorité et il a disons, créé les conditions pour que les soviets naissent et ce qui s'est passé en URSS par la suite. Donc, des gens comme Mélenchon naissent quand il y a, disons, une révolte populaire qui commence à poindre. Et ça a été le cas, par exemple, lors du marxisme, il y avait beaucoup de mouvements assez violents. Et il y a eu des oppositions entre Bakounine et Marx, par exemple, sur comment gérer ces mouvements. Et pour Marx, il y avait une élite éclairée, et Marx d'ailleurs ne participe pas directement à ces mouvements-là. Et, 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 euh, et au final, ce qu'a fait concrètement le marxisme, et ce qu'aujourd'hui fait concrètement Mélenchon, c'est de ramener les moutons noirs, disons, vers le troupeau. Et ça a été le jeu constamment du marxisme. Et comment ces gens-là procèdent en fait ils procèdent par, disons, c'est un peu le principe du judéo-christianisme. C'est-à-dire qu'on fait miroiter aux gens un paradis. C'est-à-dire qu'on leur on leur dit, voilà, il y a une bonne direction, une bonne société, et elle est évidente, et il faut s'y plier, et tout ira mieux après. Et, euh, et donc et c'est aussi un principe d'autorité, c'est-à-dire c'est un peu des principes religieux. Par exemple, quand Marx fait une analyse assez détaillée de la société industrielle, il en analyse les, euh, les tenants et les aboutissants, et